Pour moi, qui suis un profane, parce que moi je suis absolument pas archéologue, je suis informaticien, mais qui m'a beaucoup marqué, c'est évidemment les fouilles qu'on a pu mener à Notre-Dame. Même le président de la République a remercié l'INRAP dans son discours de réouverture. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Marc Cohen, qui est le DSI de l'INRAP. Eh ben bonjour Pierre. Est-ce que tu peux nous parler de l'INRAP ? Alors bah oui, avec grand plaisir. L'INRAP déjà c'est l'Institut national de recherche archéologique préventive. C'est un établissement public qui dépend à la fois du ministère de la Culture et également celui de la Recherche, et de l'enseignement. Donc on est environ 2200 agents, on est sur l'ensemble du territoire français, donc national. On est organisé suivant les régions administratives de France, mais on est également en ultramarin, puisqu'on a des antennes en Guyane, en Guadeloupe, à la Martinique, on travaille à Saint-Martin, on travaille à La Réunion, et puis encore dans d'autres départements et d'autres endroits, et y compris même parfois à l'étranger. Voilà. Et notre mission, c'est de sauver le patrimoine archéologique qui pourrait être mis en péril à la faveur d'opérations d'aménagement du territoire. En clair, lorsqu'on va tout simplement mettre en œuvre un permis de construire, on va être amené à faire du décaissement de sol, des trous, etc. Et à cet endroit-là, on pourrait avoir, dans certains cas, de la destruction de mobilier, ce qu'on appelle les mobiliers, donc on va dire des vestiges. Donc les mobiliers, c'est plutôt les objets, et puis les vestiges, tous les sous-bassements, enfin toutes les traces du passé. Et notre métier, c'est de les recenser et de sauvegarder scientifiquement tout ça pour bien comprendre ce qui s'est passé avant que nous soyons là, puisque une fois que notre intervention sera terminée, ce sera juste notre rapport et puis le résultat de nos trouvailles en termes mobilières qui vont subsister, puisque l'opération va se jouer. Si on est en train de construire une éolienne, là où on aura travaillé, l'éolienne se construira, on ne pourra plus accéder aux vestiges. Et donc voilà, notre mission, c'est de préserver avant tout et aussi de valoriser, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait ces fouilles, on essaye de comprendre déjà, donc un travail scientifique, éminemment scientifique. D'abord ça, notre métier, c'est de la science. Et puis de valoriser, donc d'expliquer au plus grand nombre également, de participer à faire essaimer la connaissance, que ce soit dans la communauté scientifique, mais également auprès du grand public, tout simplement. Et on n'intervient pas, alors on s'auto-saisit pas, on est saisi d'abord par le biais du ministère de la Culture, par le service régional d'archéologie, qui au moment où il va recevoir l'instruction du permis de construire, puisque dans le petit circuit administratif, ça passe dans leurs mains, ils vont décider si sur la carte archéologique, il y a bien un intérêt. D'accord, il y a une carte où on sait qu'il y a des choses à tel ou tel endroit. Voilà, c'est ça. Voilà, donc c'est le service régional d'archéologie dans chaque région qui détient cette carte, qui décide ou pas de demander un diagnostic. Bon, je ne rentre pas dans les détails, mais en très grande majorité des cas, c'est nous qui faisons le diagnostic. Donc, on va ouvrir environ 10% du Et cette carte, elle ressemble à quoi, finalement ? Tous les endroits en France, un espèce d'atlas où on a fouillé, où on a trouvé des choses et où il faut encore trouver des choses. Et donc, parfois, à la faveur de construction, on s'aperçoit qu'on va être capable d'aller regarder ce qui s'est passé à un endroit précis où on aimerait savoir avoir vraiment des informations, où on sait tout simplement qu'il va y avoir des vestiges et quelque chose à sauver. Et dans ce cas-là, donc, on nous demande d'abord de faire un diagnostic. Donc, on ouvre, 10% à peu près de la surface. On regarde très quand même, c'est quand même beaucoup. Ouais. Et vous excavez comment ? Vous faites avec une mini-pelle ou à la main, ça dépend du terrain, parce on intervient sur tous les terrains. Est-ce qu'il y a un petit peu de perte au moment de la mini-pelle du coup ? Non, normalement, non. Les méthodes qu'on met en place, on essaye justement, c'est très normalisé, on fait attention à ce genre de choses. Et c'est vous qui le faites, ça ? Oui, ça c'est nos équipes qui le font. Donc les équipes de diagnostic, on regarde si on trouve quelque chose. Si on voit déjà quelque chose, le diagnostic, s'il n'y a rien, évidemment, c'est négatif, on rend le terrain et voilà, l'opération peut se faire. S'il y a quelque chose, ça retourne, on va dire, au service de l'archéo, qui va dire, alors vu ce qu'on a trouvé, c'est à peu près ce qu'on trouvait, mais c'est pas très important, on laisse tomber. Ou alors, au contraire, dire, là, c'est vraiment important, il faut faire une fouille. Et dans ce cas-là... Oui, parce que des fois, vous trouvez des choses, mais c'est pas non plus hyper... Oui, ça peut être ne pas être très pertinent. Et puis des fois, on dit, là, il faut vraiment faire une fouille. Donc, faire une fouille, ça veut dire ouvrir toute l'enclave de là où l'opération immobilière doit se faire. Et dans ce cas-là, alors c'est un peu plus complexe, parce que c'est pas forcément l'INRAP qui le fait. Il y a un appel d'offres qui est lancé par le propriétaire du terrain ou le promoteur. Donc là, on sort du domaine de service public, on rentre dans un domaine concurrentiel, donc puisqu'il y a des collègues qui également font des recherches archéologiques, des confrères. Et donc, on répond à des appels d'offres. Et si on les gagne, on réalise les fouilles.
Et voilà. Et là, on ouvre le promoteur qui paye à chaque fois. Voilà, tout à vous fait. paye vous au départ et vous paye, paye après. Il y a un marché, voilà, qui est fait, un marché de fouilles au même titre qu'il a un marché de construction, tout simplement. Et évidemment, alors je le dis tout de suite, tout ce qu'on trouve, ça ne nous appartient pas, ça appartient pas non plus au promoteur, ça appartient à l'État puisque le sous-sol appartient à l'État. Alors bien évidemment, par contre, le promoteur, lui, il a aussi le résultat du rapport de fouille, qui est le résultat de notre travail. Voilà, donc il peut être aussi associé à des opérations de valorisation, parfois. Enfin voilà, il peut faire même du mécénat s'il le souhaite, dans certains cas, ou même d'autres entités. Hein. Mais principalement, l'idée, c'est d'arriver à remplir cette carte archéologique, et puis surtout à viser à voir un petit peu ce qui peut se passer en dessous avant qu'on détruise tout simplement. Et qu'est-ce que vous avez trouvé de plus impressionnant l'année dernière et dans les années d'avant? Alors l'année dernière, vraiment la fouille qui a été la plus emblématique de l'année, enfin pour moi, qui suis parisien, parce que évidemment on en a eu certaines en région qui ont été très importantes, avec par exemple la découverte d'un cimetière avec beaucoup de chevaux gallo-romains qui ont été enterrés, etc. Donc ça c'était vraiment une découverte majeure. Mais pour moi qui suis un profane, parce que moi je suis absolument pas archéologue, je suis informaticien, mais qui m'a beaucoup marqué, c'est évidemment les fouilles qu'on a pu mener à Notre-Dame, dans lesquelles on a pu parler. Vous en avez certainement entendu parler. Non. Et ben pourtant même le président de la République a remercié l'INRAP dans son discours de réouverture de Notre-Dame. Donc on est intervenu évidemment à la suite de la catastrophe qui a conduit aux opérations de remise en forme de Notre-Dame. Je cherche le terme, mais en tout cas donc on est intervenu puisque évidemment il fallait esclaver le sol. Il a fallu, comme on le sait, reconstruire la flèche par exemple. Et reconstruire la flèche, ça voulait dire monter un échafaudage de plus de 100 mètres de haut, 80 000 tonnes, enfin quelque chose d'énorme. Donc creuser dans le sol. Et donc on a fouillé. On n'a pas fait de diagnostic puisque la loi spéciale sur la reconstruction de Notre-Dame, la reconstruction de Notre-Dame a fait qu'on était les seuls opérateurs. Et surtout, il fallait aller vite, il fallait s'intercaler dans les opérations de reconstruction, qui étaient le calendrier a été donné par la présidence de la République. On devait rouvrir, on savait pour le 8 décembre, rendre pour le culte le 8 décembre 2024. Il n'y avait pas de temps à perdre, donc on a lancé directement des opérations de fouille. Donc il fallait s'intercaler avec tous les autres corps de métier, donc une vraie gageure parce qu'il fallait faire ça en toute sécurité, sans ralentir les autres chantiers et de la manière la plus scientifique possible, avec la précision qu'on nous connaît. Et là a priori on a très bien travaillé. Alors on a travaillé sur environ 10% de l'emprise quand même, ce qui est très très important. Et on a trouvé plus d'une centaine de sépultures. Voilà, mais ce sont des choses que l'on s'attendait de trouver, parce que dans les églises, c'est des choses qui se faisaient pour les notables, etc. Et on a trouvé une sépulture à l'intérieur. Enfin, parmi ces sépultures, on en a trouvé deux vraiment remarquables. On a trouvé deux sarcophages en plomb avec l'un, le chanoine de la Porte, qui était quelqu'un de très important à l'époque. Au XVIIe, d'ailleurs, il y a même son portrait au Louvre, donc on savait qu'il avait travaillé. Il avait une importance capitale pour Notre-Dame, donc c'était logique qu'on le trouve là. Et un autre sarcophage dont tout laisse à penser qu'il s'agirait du grand poète Joachim du Bellay. Voilà, alors c'est encore en cours de vérification, mais tout laisse à penser que c'est lui. Donc ça, c'est, on va dire, des choses un petit peu les plus remarquables. Mais encore plus important, entre le chœur de l'église et la nef, on va dire au XVIe siècle, avant le XVIe siècle même, il y avait habituellement, on avait un jubé. Un jubé, c'est une espèce de mur qui séparait le culte des fidèles. Et dans les années 1700, le jubé a été abattu, on le savait. Par contre, ce qu'on ne savait pas, c'est qu'il a été enfoui sur place. Et ce jubé, il est d'époque, il est très très ancien, d'époque médiévale, etc. Et on l'a retrouvé. Mais c'est un mur, du coup ? C'est un mur, mais qui est en petits morceaux, un mur de pierre, mur de bois. Okay. Et on l'a retrouvé. On en avait quelques fragments qui étaient déjà exposés au Louvre. Qui étaient très décorés, du coup. Alors, ce qu'on a trouvé, c'était exceptionnel. Polychromie, des pièces avec des têtes magnifiques. D'ailleurs, j'invite tout le monde, si quand vous écoutez ce podcast, vous n'êtes pas encore au mois de mars, vous pouvez aller au musée Cluny. Il y a une exposition, justement, des opérations de valorisation de l'INRAP. Avec le musée Cluny, on expose un petit peu les résultats. Donc là, on a trouvé plus de 1000 ou 2000 pièces de ce jubé enterrées sur place, et vraiment des choses extraordinaires, parce qu'avant on n'en avait que 8
8 ou 9 qui étaient exposés également au Louvre. Et là, maintenant, voilà, c'est des pièces exceptionnelles. C'est vraiment ce qu'on appelle une découverte exceptionnelle. Donc là, c'est pour les responsables d'opération, les archéologues, c'était la découverte d'une vie, la fouille d'une vie, carrément. Ah bah oui. Et voilà, vous avez un retentissement international. Voilà, donc là, vraiment... Et toi, tu as content. participé du coup? Alors, vraiment, très, très modestement, mon équipe, on a équipé, évidemment, il y a des techniques, on va dire, numériques qui sont utilisées dans le cadre des fouilles. Voilà, on a équipé les collègues. Je sais qu'à un moment, on a dû intervenir pour restaurer des données ou des choses comme ça, mais non, on n'est pas intervenu sur le chantier. Voilà. De toute façon, c'est normal. Hein. On est là pour aider, on est là en support. Enfin, voilà. Une direction des systèmes d'information, ça... Parle-moi de ta direction, du coup, en quelques lignes. Avec plaisir. La direction des systèmes d'information de l'INRAP, on est une quinzaine de personnes. Je crois que sur l'organigramme, on doit être 17 tout confondu. Hein, avec, c'est très, très classique, trois secteurs principaux. Un secteur purement études et développement, où on va travailler sur du dev, mais aussi de l'achat de logiciels, de l'étude, etc., de l'interfaçage. Un secteur... on va dire infrastructure et sécurité, toute la partie serveur, toute la partie réseau, puisque comme on est également une entité nationale, comme j'ai dit tout à l'heure, on a un réseau qui est national, voilà, où on a tous nos centres archéologiques et puis nos directions interrégionales qui sont interconnectées avec le siège. Voilà. Et puis, évidemment, l'aspect sécurité, très, très, très important, mais on y reviendra, j'imagine, qui me tient beaucoup à cœur. Voilà, qui leur est également confié. Et puis enfin, et peut-être surtout, un service support et poste de travail. Pourquoi je dis enfin et surtout parce que pour moi, c'est quelque chose de très important, c'est rendre le service in fine aux utilisateurs. Et les utilisateurs sont les archéologues sur le terrain, c'est aussi les fonctionnels qui sont en région, qui répondent aux appels d'offres, qui font tout le planning. Ce sont les gens au siège qui permettent de faire fonctionner tout ça également. Donc c'est 2200 agents et donc du coup, moi j'apporte énormément d'importance à la relation avec les utilisateurs. J'aime pas trop la relation cliente parce que pour moi on est surtout collègues. Par contre, dans le client, il y a une notion de métier qui est très importante, qui par contre, où qu'on soit, un informaticien en ligne de son, il doit comprendre le métier de qui est l'informatique, sinon il ne peut pas le faire correctement. Et quelles sont les particularités que vous avez du coup au niveau métier et que vous devez avoir par rapport à une DSI plus classique? Déjà, le métier de l'archéologie, c'est un métier très particulier. Déjà, on travaille sur on est quasiment worldwide. Bon, on va dire au moins... on est France entière, plus outre-mer. Donc déjà, c'est assez particulier parce qu'on travaille en décalage horaire. On est sur une structure quand même publique, donc on n'a pas les ressources d'un Google ou d'un Microsoft pour pouvoir avoir les équipes Follow the Sun. Hein, ça n'existe pas. Donc ce sont les mêmes qui travaillent d'un bout à l'autre. Mais c'est surtout le métier qui est plus proche du BTP que de scientifiques au fond de leur labo, dans la vraie vie. Les gens sont coupés du réseau, ils sont en 4G, 5G, on est généralement au fin fond de la Pampa. Il y a beaucoup d'opérations d'aménagement, comme je le disais, qui concernent des zones qui ne sont pas forcément urbaines. Donc, il faut leur amener de la connectivité. Ils utilisent les ressources informatiques beaucoup. Alors, on discutera, on peut peut-être en parler maintenant, mais il est bien loin le temps où les archéos, ils avaient qu'un calepin où ils dessinaient. Maintenant, ils ont, la quasi-majorité, ils ont des tablettes numériques avec des petites applications qui leur permettent de faire à la fois prendre des photos, prendre le relevé, noter tout ce qu'ils doivent noter. Et puis on utilise des technologies quand même assez poussées pour faire à la fois nos études, mais aussi nos fouilles. On utilise des drones. Donc, qui dit drone dit prise de vue. On utilise des modèles, on réalise des modèles numériques de terrain. Donc, de la photogrammétrie, de la laserographie maintenant. On fait donc des modèles 3D qui sont faits sur place. On a des équipes de topologues. Comment vous organisez cette information du coup? Parce que c'est des données qui sont extrêmment variées entre de la 3D, du drone, de la vidéo, du texte. On a différentes équipes métiers. Et en fin de compte, nos métiers sont très proches de l'outil informatique et ils sont organisés vraiment en réseau. Le réseau des topographes, le réseau, le réseau des DAO, puisque nous, notre métier, c'est de restituer tout ça. Donc, il faut que les gens soient vraiment au plus proche. Ils se débrouillent tout seuls, en clair. J'ai un peu l'habitude de dire qu'ils sont un petit peu... Les archéos sont d'abord des scientifiques et ils sont un peu comme les médecins. Ils ont aussi une certaine liberté de prescription pour les médecins, mais de réalisation. Et très souvent, ils ont leurs outils à eux. Des fois, ils développent. On a pas mal de développeurs.
Donc des fois, ça pose des petits problèmes de sécurité ou de cohérence et de perte de données, parce qu'ils sont aussi au milieu de la pampa avec leur PC. Parfois, ils n'ont pas les ressources matérielles qui seraient nécessaires. Je n'ai pas des serveurs qui sont sur toutes les opérations. C'est pas possible pour des raisons de sécurité puis de coût, tout simplement. Donc, il faut s'organiser, rapatrier les données, faire en sorte de les partager avec l'équipe. C'est pas toujours évident. T'as pas trop de Shadow IT, du coup, avec des WeTransfer et compagnie? Alors, ouais, bien sûr, bien sûr. Alors ça, c'est exactement ça, mais tout le sel de ce métier, c'est à la fois de comprendre ce qui se passe, parce que de toute façon, c'est comme la rivière, hein, on ne peut pas l'empêcher de couler. Donc si jamais il y a du Shadow IT, ça veut dire qu'on ne met pas, nous, à disposition les bons outils. Et puis d'aller aussi vite, si c'était plus vite que les utilisateurs, pour voir ce qu'on peut faire pour les aider. Bon, néanmoins, vu le nombre d'informaticiens qu'on est, les ressources tout simplement financières dont on dispose, parce qu'on reste un établissement public, donc voilà. On sait qu'en ce moment, dans nos périodes, on sait très bien que les ressources ne sont pas illimitées, loin s'en faut. Eh bien, il faut faire preuve d'imagination et surtout de pragmatisme, quoi. Donc parfois, on préfère travailler avec les utilisateurs et leur dire « Ok, on t'autorise telle et telle chose ». On demande d'aller jusque-là, donc on passe des pactes, quelque part, des contrats avec les users en disant « Ça, ok, autorisé. Par contre, tu t'en débrouilles, tu documentes, tu fais attention à ça et c'est sous ta responsabilité. Nous, on va jusqu'à récupérer les données, mettre à disposition de la donnée pour que tu puisses utiliser ta propre appli, mais pas au-delà. Et puis, et puis on essaye de bien rappeler les best practices, de faire en sorte que les gens se rappellent bien de faire leur sauvegarde. Alors très souvent, le problème, c'est qu'ils font des sauvegardes locales parce que justement, ils sont sur le terrain. Ils ne rentrent pas forcément sur l'ECRA, ce qu'on appelle l'ECRA, donc les centres de recherche archéo, avant la fin des fouilles. Et des fois, ça pose un peu de problème parce que ils vont passer une période plutôt longue, plutôt 1 mois, 2 mois, 3 mois. Donc même informatiquement, des fois, le PC, il n'a pas vu le réseau pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Oui. Donc quand il revient, il va être complètement désynchro de tout. Et donc on s'oblige à forcer les PC à se mettre à jour dans tous les sens. Mais bref, en tout cas, ils n'ont pas non plus toujours la possibilité d'avoir des infrastructures de sauvegarde comme on voudrait, des choses comme ça. Donc on a des disques durs de sauvegarde. Donc nous, après, on fait en sorte de récupérer tout ça. Parfois, on a de la casse. Donc, moi, j'avoue que ça fait quand même un petit paquet de temps que je suis dans ce métier, plus de 25 ans, hein, largement. C'est ma première expérience où j'ai autant de réparations de disques à effectuer. Tout simplement parce que, on travaille dans des environnements quand même difficiles, poussière, eau, froid. D'ailleurs, je voudrais vraiment rendre hommage à mes collègues, archéo, parce qu'ils travaillent par tous les temps. Il n'y a que vraiment quand j'ai envie de dire le sol est gelé où ils peuvent pas bosser, mais il fait 40, ils sont là, il fait très froid, ils sont là, ils travaillent en milieu pollué. D'ailleurs à Notre-Dame, c'était une des contraintes, douche à l'entrée, douche à la sortie obligatoire, on travaille au plomb, masque respiratoire, parfois on tombe sur des obus, ce qu'on fait aussi de l'archéologie contemporaine, donc la Seconde Guerre mondiale, des choses importantes. Donc vraiment je voudrais leur rendre hommage parce qu'ils font vraiment un métier certes passionnant mais difficile. Donc on a vraiment à cœur, nous, à la DSI. Et c'est pas des scientifiques comme les autres, les archéologues. Exactement, tout à fait. Ils sont généralement de très haut niveau, mais ils travaillent dans des conditions compliquées. On est bien loin de ce qu'on appelle Indiana Jones, qui pour nous c'est plus un pilleur de tombes qu'un archéologue d'ailleurs, en passant. Ça, on est très rigoureux sur ça, mais voilà. Mais j'ai toujours en tête Jurassic Park au début quand elle est exactement. Bon, voilà. Mais en tout cas, on a vraiment à cœur. Et donc là, je parle à la DSI, mais même tous les gens du siège. Je le dis parce qu'on rencontre pas très souvent nos équipes sur le terrain, malheureusement, pas autant qu'on voudrait. Mais on travaille vraiment pour eux et on a vraiment à cœur que eux sur le terrain ils soient bien. Et trouver des solutions. Et parle-moi un petit peu de la sécurité. Pourquoi c'est important? Et peut-être un petit peu ce que tu as mis en place, tu veux en parler? Alors, oui, c'est important. Alors, je ne vais pas en parler de trop parce que pour moi, la sécurité, le moins on en parle, et mieux on se porte. C'est intéressant comme angle. Voilà, c'est comme tout. Mais c'est important. Et la première chose qu'il faut penser, c'est qu'il ne faut pas se dire je suis en sécurité. C'est pas vrai. On n'est jamais en sécurité. Moi, je sais que justement, il faut être extrêmement humble sur ces choses-là. Je crois que tu as une expérience dans le passé dont tu peux parler. Oui. On a eu, dans une précédente expérience, on a eu une petite visite d'un hacker. Qui n'était pas à l'INRAP. Non, c'était pas à l'INRAP, c'était avant. Bon, j'ai pas besoin de préciser. Mais un 26 décembre, on a été... j'ai été appelé alors que j'étais en congé. Pour la petite anecdote, j'étais en train de déménager un appartement.
Voilà, par un collègue qui m'appelle, il fait Marc, je suis vraiment embêté, là, je comprends pas, j'ai plus de téléphonie et tout, on était sous full IP. Je fais ok, appelez le partenaire, machin. Il fait oui, mais le problème c'est que j'ai plus ça. Et là, wow, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc on commence à regarder un peu plus précisément. Et en même temps, au moment où je dis ça, parce que le collègue avait un petit peu attendu avant de me réveiller mon premier jour de congé, c'était le lundi, je crois. Je regarde, je check les mails et là je vois que dans la nuit, voilà, on avait, on va dire, nos prestataires de services qu'on avait missionnés pour surveiller le réseau en dehors des heures d'ouverture, qui avaient mis une petite alerte, mais pas si grosse que ça, mais une petite alerte. Et là on s'est aperçu, on a dit il y a quelque chose qui va pas. Et ouais, en vérité, il y avait un attaquant qui était là et qui avait commencé à essayer de crypter nos hyperviseurs. Bon, pas très bon. Il n'a pas tapé le bon. Il s'est fait coller par le système, il s'est fait dégager. Néanmoins, on s'est retrouvé avec, on va dire, tout un tas de VM qui se sont retrouvés bloqués. Première chose, on se dit, est-ce qu'il est encore là? Donc déjà, première inquiétude. Deuxièmement, est-ce qu'on a pour reconstruire? Bon. La réponse était non, il n'était plus là. Enfin, on l'avait expédié ad patres. Et puis, oui, par contre, on avait tout ce qu'il fallait pour restaurer. On s'en est très bien sorti parce que j'ai tendance à dire que je suis paranoïaque à tendance paranoïde. Enfin, je suis payé pour ça. Hein. Donc, je suis très inquiet de ça. On savait que moi, on va dire mon gimmick, c'est pas de dire si je suis attaqué, c'est quand je serai attaqué. On sait que ça arrivera. Il faut juste être prêt. Il faut juste. Tout est dans le juste. Il faut être prêt. Il faut savoir ce qu'on protège. Il faut l'avoir protégé avant que ça se produise. Donc là, sur cette expérience-là, on avait fait en sorte que les sauvegardes ne soient pas accessibles. On les avait bien mises là où il fallait. On avait des outils justement de supervision qui ont réussi à dégager l'attaquant. Mais ce qui était très intéressant, c'est surtout la manière dont il est arrivé. C'était un peu juste après le Covid. On s'est retrouvé dans une situation où il avait fallu laisser les utilisateurs utiliser leur poste perso. On avait bien fait la sensibilisation, il ne fallait pas utiliser les mêmes mots de passe perso et pro. Le gars, on a un de nos collègues, malheureusement, et voilà, c'est pas de sa faute, c'est comme ça. Il s'est fait d'abord pourrir son poste perso. Il s'est fait récupérer ses mots de passe. D'abord, il a eu des soucis, lui, perso, ils lui ont piqué de l'argent, tout ça, de mémoire. Mais surtout, ils ont retrouvé un mail pro. Il s'était envoyé un mail pro à la maison pour pouvoir accéder à la ferme VDI qui permettait de faire le télétravail. Et dans le mail, a priori, ça a suffi à l'attaquant pour se connecter. Il a vu que c'était les mêmes identifiants pro et perso, il est rentré. Le problème, c'est que comme c'est un utilisateur tout à fait valide, le système de sécu, au début, il a dit tu peux rentrer. L'autre, il a fait un peu son scout, là, il a regardé un peu tout ce qui se passait. Bon, il y avait une vulnérabilité, il y avait quelque chose qui n'allait pas et qui a pu lui permettre d'aller un peu plus loin, de récupérer des choses, et puis de rester un peu plus loin sur le réseau, et puis d'arriver à accéder à là où il ne fallait pas qu'il soit. Et malheureusement, parce que c'est souvent comme ça s'appelle la loi de l'emmerdement maximum, on la connaît bien, celle-là, on avait un outil, on avait un contrôleur de domaine sur lequel, comme par hasard, on avait eu une panne physique et comme par hasard, on est de remonter. Comme par hasard, le lendemain, on devait réinstaller proprement toutes les protections dessus. Ça n'avait pas été. Et boum, il est tombé dessus. Et boum, il est rentré, etc. Bon, ça a fait mal. On a eu 7 jours d'interruption. Que 7 jours d'interruption. Le plus compliqué a été de comprendre ce qu'il avait fait, s'il était là. Ouais, c'est très dur, ça. Et oui. Et donc, du coup, on a mobilisé pas mal de monde. Des prestataires externes de grande valeur. Ça s'est super bien passé. On a reçu un très grand soutien aussi de la direction, des métiers. On a pu faire en sorte, finalement, c'était en plus pendant la période entre Noël et le jour de l'an, on a pu voir très rapidement, est-ce qu'il a piqué quelque chose? Non, il n'a rien piqué. Bon, ça va, il n'a pas pu. Génial. On a fait toutes les déclarations, ainsi, CNIL, tout le bazar, mais in fine, il n'y a pas eu de préjudice. Et on a pu, après, en travaillant avec la police, savoir que ça faisait partie d'un groupe, c'était un groupe bien connu, qui venait basé où? En Russie. Ouais. Qui n'avait pas ciblé que nous. Là, on était dans un moment où plein d'établissements avaient été déjà ciblés, y compris des établissements proches, qui eux s'en étaient vraiment pas remis. Et nous, on avait eu cette chance quelque part un peu préparée. Vous avez réussi à taper plusieurs établissements? Oui. La même semaine, il y en avait plein qui avaient été tapés. Il y avait eu une vague là sur cette période-là très très importante. Bon, Nous, il faut être humble. Très humble. Et c'est bien que tu en parles parce que j'en parlais avec d'autres DSI. Il
faut plus qu'il y ait un tabou sur le sujet parce qu'en effet, ça peut arriver à n'importe quel DSI. Ce qui compte, c'est justement d'en parler pour que collectivement, vous montiez en compétences. C'est ça, mais qu'on monte en compétences, qu'on puisse avoir des budgets, ça c'est une chose. Maintenant, les directions sont tout à fait à même de comprendre et nous le demandent même. Il y a même de la réglementation, il y a plein de choses. On sait que NIS 2 va rentrer en application dans pas longtemps, que vraiment, enfin voilà, surtout sur les établissements publics, c'est une préoccupation majeure de tout le monde. Maintenant, ce n'est pas que ça. C'est aussi c'est quelque chose au long cours, c'est une course de fond, la sécurité. Faut pas lâcher, c'est de l'humain avant tout. Faut sensibiliser, mais faut pas faire que ça, faut contrôler, parce que la confiance n'exclut pas le contrôle. Et puis parfois, il faut anticiper. Nos métiers obligent le système d'information à être extrêmement agile. On change plein de choses toute la journée. On peut être parfois porté à faire des changements qui inconsciemment vont mettre en jeu la sécurité. Du côté des utilisateurs aussi. Oh, j'ai pas pensé qu'en utilisant machin chose transfert ou bidule chouette, une petite appli là, que j'ai téléchargée, mais c'était gratuit, j'ai le droit. Non, t'as pas le droit parce que voilà, t'as vu, il a tout piqué là. Ah oui, il faut pas. Bon, bah voilà. Souvent, on a de la chance. Moi, j'ai l'habitude de dire, plus je m'entraîne et plus j'ai de la chance. En tout cas, c'est ce qu'il faut développer, c'est ce sens de la nécessité de renouveler vraiment les choses, de pas s'arrêter sur les lauriers. C'est pas parce qu'on a mis en place des choses, c'est pas parce qu'on a dépensé de l'argent que tout est fait. J'installe un outil, rien n'est fait. Il faut que je m'en serve de cet outil, il faut que je le maîtrise, il faut que je le suive dans ses montées de version. Il faut aussi que à un moment je puisse me dire bon bah c'est plus le bon cheval et que j'en change. Si jamais c'est le cas, il faut qu'on aille plus loin et qu'on essaie d'avoir un petit temps d'avance sur le commun des mortels quelque part. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que tu conseillerais à un DSI qui se fait attaquer? Là, il a une attaque. C'est quoi son plan d'action? Déjà, avant de se faire attaquer, pensez à ça. Bien sûr, mais imaginons que... il est attaqué, déjà, qu'il essaye il peut en parler dans sa communauté. Déjà, alors, il y a des plans d'action immédiats qu'il faut mettre en place, voir avec la direction comment, déjà, mitiguer ça en interne, faire de la com. Alors, il ne faut pas passer son temps qu'à ça parce qu'on ne peut pas être au four au moulin, mais il faut faire suffisamment de com pour ne pas être sous le feu des questions toute la journée. Il n'y a rien de pire. C'est comme quand on est dans le train. Je suis dans le train, il s'arrête, je ne sais pas ce qui se passe, je commence à m'énerver, machin. Si le conducteur me dit, bon, on attend parce que devant, il y a un train en panne, je vous dirai dans 10 minutes, dans une demi-heure, on attend les 10 minutes, les demi-heures. Il y a une attaque, on est transparent. On dit, il y a eu quelque chose. Il y a quelque chose qui ne va pas, on est dessus, voilà ce que je compte faire. On présente à la direction. On monte une cellule de communication vers une cellule de crise. On voit les actions qui doivent être prises et on communique vers les utilisateurs aussi à travers la cellule de crise. Et ça, il faut en parler avant. Mais je le dis vraiment, c'est très important. Être prêt à ça. Voilà, suivant la criticité des systèmes d'information, on peut même avoir un système où je sors comme dans les films américains, j'arrache le classeur, j'ouvre le roadbook, on se met dans la salle, tout le monde vient dormir. Enfin bon, voilà, on le sait, ça existe dans des sociétés, enfin voilà, dans une banque ou des choses comme ça, quoi. Bon, mais en tout cas, il faut avoir ça à son échelle, être capable d'identifier les gens à qui on va parler, les moyens de le faire, et pouvoir dédier à la fois des gens sur le côté technique, résoudre, des gens qui vont discuter avec la direction générale, prendre des décisions ou aider à la décision, plutôt au niveau DSI. Il faut être capable de faire monter, descendre les informations des deux côtés pour que ce soit fluide. Il faut être capable de parler aux utilisateurs pour qu'ils sachent ce qui se passe, essentiel, et qu'ils sachent qu'il y a un pilote dans l'avion, quoi. Le pilote, c'est pas forcément que la DSI, c'est aussi la direction. Il y a un exercice de communication très important en temps de crise. Voilà, il faut savoir faire. Mais le plus important, c'est de prévoir les choses. Vraiment, dans le pire des pires, si vraiment on a tout détruit, s'assurer qu'on a ses sauvegardes, les remonter et savoir s'entourer avec soit des contrats qu'on peut signer avant, des contrats de réassurance. Si jamais je suis attaqué, alors j'appelle tout de suite tel et ils viennent tout de suite à ma rescousse. Préparer un petit carnet d'adresses, même de DSI d'ailleurs. Voilà, ça m'est arrivé de demander de l'aide, ça m'est arrivé de donner de l'aide à mes collègues, d'en proposer aussi. Parce que quand on sait, l'avantage c'est que les informaticiens sont un peu tous des frères, hein, c'est comme les assassins. Moi j'ai les informaticiens. Hein. Voilà, un pour tous et tous pour un. Donc quand on sait qu'il y en a un qui est attaqué, qui est dans la difficulté, généralement on essaie de faire tout ce qu'on peut, mettre à sa disposition toutes les ressources auxquelles nous on a accès. Les collègues, les contacts des prestats, de l'aide même parfois. Ça nous est arrivé de donner notre aide technique, notre avis sur le sujet. Voilà, faut pas avoir honte et il faut faire tout ce qu'il faut être pro, transparent et puis voilà, on fait ce qu'on dit, on dit ce qu'on fait. Moi c'est mon conseil. Après, faut garder son sang-froid. Je dis ça parce que je sais qu'il y a eu une cyberattaque où par exemple, ça a envoyé un admin système directement à l'hôpital avec une crise cardiaque. Tellement que ça lui a... alors, c'était pas chez moi, ni quoi que ce soit, mais
j'ai su que c'était vrai. Voilà, le collègue, dans une toute petite équipe, il a été mis au devant de la scène parce que c'était le plus technique de tous. Moi, il n'était pas préparé du tout à avoir à gérer ça. Voilà, il a fait un malaise, quoi. Et du coup, c'est encore pire parce qu'on perd en plus la ressource. Et puis, humainement, enfin, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable. Voilà. Ouais, j'ai en tête un cas que je n'aimerais pas, mais où en effet, il y avait une cyberattaque. Et le DSI avait un peu fait l'autruche et avait essayé de tout couvrir. C'est horrible, ça. Et du coup, le problème n'était pas résolu parce qu'en voulant couvrir, on le résout pas, on peut pas s'y attaquer. Exactement. Et du coup, le truc a traîné et est parti en vrille encore plus que... Et voilà. Et puis après, ça s'est découvert. Et puis là, le DSI... L'intégrité, c'est essentiel. L'intégrité, qu'est-ce que c'est? C'est faire ce qui est juste, même quand on vous regarde pas. Et ça, franchement, c'est essentiel. En informatique, on travaille pour des gens, on travaille avec la confiance des gens, soit notre direction, mais aussi, surtout nos utilisateurs. Donc, voilà, on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Parfois, on a entre nos mains des choses qui sont d'importance. Alors, moi, j'ai travaillé beaucoup en territorial, donc on avait la vie des gens, hein, on a l'état civil, des choses comme ça. Bon, voilà, là, on a des données patrimoniales, plutôt dans mon contexte actuel. Ce qui est tout aussi important, parce que si on les perd, on ne les retrouvera plus, quoi. Donc voilà, faut juste avoir grande responsabilité, grand pouvoir, grande responsabilité, disaient certains. Mais je trouve que c'est plutôt vrai. Alors, est-ce que tu peux me parler un peu de la plateforme Archipel? Ah, Archipel. Donc, c'est une plateforme, en effet, c'est le nom de la plateforme, mais c'est aussi le nom du programme de transformation numérique scientifique de l'INRAP. Parce que quand je suis arrivé à l'INRAP en 2022, il y avait notamment ce programme de transformation numérique qui était à mener, alors qui est plutôt dans les mains de la direction scientifique et technique, évidemment, mais là, on est là pour les aider et leur amener toute l'aide possible et tout le support nécessaire. Et ce qui est très intéressant, donc l'outil Archipel va devenir un peu le Gallica. Donc, je ne sais pas si tu vois, Gallica, c'est l'outil de la BNF qui recense tous les fonds de la BNF. Et ben voilà, donc je t'invite à aller voir gallica.bnf.fr, mais dans quelques semaines, on pourra surtout aller voir archipel.inrap.fr, qui sera l'équivalent, donc une plateforme qui va permettre d'agréger toutes les données patrimoniales de l'INRAP. Mais qui va être open source, du coup, un peu comme données. Oui, alors les données vont être accessibles. Alors, une partie des données vont être accessibles par le plus grand nombre. Certaines vont être réservées à l'INRAP. Certaines vont être réservées à la communauté scientifique. Mais l'idée, c'est d'arriver à avoir un outil qui, à l'aide d'IA, de recherche sémantique, va nous permettre d'exposer et de centraliser peut-être le plus grand corpus de données d'archéologie préventive du monde, parce que c'est à peu près ce qu'on a. Les autres, ils font pas trop ça? Non, mais on est quasiment le plus gros opérateur européen. On est déjà le plus gros opérateur européen et on est même pris par... le modèle d'archéologie préventive de la France est pris par modèle par d'autres pays. Hein. Là, il y a 2-3 ans, l'Italie a inspiré, a monté sa propre législation qui n'existait pas et elle a carrément nommé l'INRAP dans la loi. C'est ce qu'on m'a rapporté. Bon. Et puis, dans d'autres pays, ça ne se fait pas sous cette forme-là. D'accord. Donc, je dis bien de corpus archéologique préventive, pas d'archéologie tout court. Hein. Donc, voilà. Mais nous, le résultat de nos travaux, ce sont des documents... on va dire numérique certes, mais plutôt DAO, PAO, fait sous InDesign. C'était pas forcément qui existe depuis, donc puisque l'INRAP a 22 ans maintenant. Auparavant, c'était une association qui faisait ce travail-là. Les données sont pas forcément agrégées. Enfin, voilà, elles sont surtout pas exploitables en l'état. Donc du coup, comment ça se passe pour cette partie IA Exactement. Alors, comment ça se passe? Déjà, on a eu un traitement de tous nos rapports de fouilles et de diagnostic pour pouvoir extraire sémantiquement le contenu. Donc ça, on l'a confié justement à des développements sur la partie IA. Ça, c'est la première chose. Pouvoir extraire également toutes les photos, toutes les légendes pour comprendre. Et voilà, pour que ce soit des choses qui soient compréhensibles et directement requêtables, enfin utilisables informatiquement, on va dire. Et puis derrière, on a mis en place un outil sur une base de web sémantique, basé sur GraphDB pour les gens qui connaissent et qui souhaitent aller un petit peu plus loin, qui va nous permettre de faire des recherches encore un cran au-dessus, de telle manière à ce que on ait un moteur de recherche qui nous permette de retrouver vraiment des liens profonds dans les différents travaux, de pouvoir mettre en relation même les personnes qui ont travaillé sur les opérations,
d'être capable, par exemple, de mettre en relation, tiens, je cherche une personne qui a travaillé sur tel type d'opération, sur tel, je sais pas, qui a trouvé tel mobilier et qui a fait une rédaction d'un document là-dessus, bah, je voudrais pouvoir lui parler. C'est pas forcément indexé. Eh bien là, c'est la machine qui va aller trouver tout seul, dans tout le fond, qui va faire les relations entre les hommes, les documents, les opérations, géographiquement aussi. Donc on pourra consulter toutes les opérations qui auront été menées sur une carte. Enfin voilà, c'est des choses qui n'existaient pas jusqu'à présent. Voilà. Donc très important en interne également, parce que ça va nous permettre de pas avoir à aller... ça va aider faire de l'archéologie dans les systèmes. Exactement, c'est exactement ça. Aujourd'hui, on a tout un réseau de documentalistes qui travaillent à indexer aussi tous les résultats des rapports informatiquement, mais parfois, il faut aller plus loin. Et là, bah, voilà, c'est l'aide de l'IA là-dessus voilà, qu'on met au premier plan. Et du coup, voilà, vous savez, d'intégrer toutes ces nouvelles technos-là, tous ces modèles de données, tous ces modèles de langage, pour arriver à avoir des choses les plus précises possibles, et puis proposer aux utilisateurs des choses qui arrêtent de perdre leur temps, tout simplement. Voilà. Parce que l'IA, ça a vraiment du sens en archéo. Et vous avez aussi fait un gros travail de changement des outils depuis que tu es arrivé. Ouais. Est-ce que tu peux en parler un petit peu Plutôt du côté informatique de gestion. Bah oui. Et c'était vraiment ça le challenge en fin de compte en venant à l'INRAP. C'était à la fois de travailler sur une structure qui soit d'ampleur nationale et même au-delà, mais surtout de mener 2 programmes de transformation numérique. Donc on a parlé d'Archipel tout à l'heure, donc là où on est vraiment en soutien, et un autre où on est un peu plus actif encore, qui est le programme de transformation numérique qui s'appelle Néonum, qui est un programme de transformation pour un nouvel environnement numérique de travail. Et donc il y a un espèce de gros schéma directeur dans lequel on a changé tous les outils de gestion. Voilà. Pendant très longtemps, l'INRAP a eu des outils, n'a pas eu la possibilité d'investir comme elle le souhaitait dans ces outils de gestion, notamment. Donc on avait des outils, mon arrivée, au moment où le programme a été lancé, avant mon arrivée, voilà, la direction a fait le constat que, voilà, quand les outils ont 15 ans, il faut peut-être penser quand même à leur renouvellement. Et puis on arrivait au bout des choses. Alors, je rends vraiment aussi hommage là à mes équipes, vraiment les équipes études et développement notamment, mais aussi les équipes du côté, pas poste de travail, mais poste de travail aussi, mais plutôt les collègues sur la partie infrastructure et sécu, parce qu'ils ont réussi à maintenir en condition opérationnelle des outils pour lesquels il n'y avait plus de maintenance, on n'avait plus d'éditeur, vraiment recoder des choses, etc. Vraiment du travail de dentelle. On-premise, du coup, à l'époque. Oui, tout était full on-premise. Donc c'était compliqué. Là, il fallait qu'on fasse quelque chose. Sachant que après, on a la déconcentration des équipes, mais aussi le télétravail qui est effectif depuis le Covid. Donc voilà, avec toutes les difficultés d'accès aux données que ça pouvait engendrer, même si... voilà. Donc on s'est tourné, et puis on a eu aussi des obligations, les injonctions cloud au centre de la part de l'État. Donc on s'est tourné plutôt Est-ce que vous avez fait des économies d'être passé en SaaS ou ça... Je dirais pas avoir. Alors, des économies. Après, ça coûtait peut-être plus rien au bout de 15 ans parce que le truc était. Oui, non, mais là, de toute ça, façon, les outils, il fallait les changer. Ouais. Il fallait les changer. Après, tout se passe. Moi, j'ai pas l'impression que. Évidemment, non, le SaaS fait pas gagner d'argent frontalement. Si, quand même, moi, je fais du SaaS, je peux vous dire, ça fait gagner plein d'argent. Ouais, alors ça permet surtout Enfin, je parle dans un contexte public avec des équipes qui sont pas très grandes. Ça permet surtout de pouvoir mener de front beaucoup plus de choses. C'est ça. Voilà. C'est un changement de philosophie en soi, mais ça... C'est ça, exactement. C'est pas moins cher ou plus cher. Non, voilà. Et puis, je veux dire, faire de la RH, faire de la compta, on en fait de partout. On n'est pas les mieux placés pour ça. Nous, notre métier, c'est plutôt d'accompagner justement les équipes, soit dans l'analyse des données, parce que voilà, c'est chez nous, ou encore mieux, sur la partie scientifique. C'est là où est la valeur ajoutée d'une DSI en interne. Après, le reste, oui, il vaut mieux le confier à des gens qui font ça toute la journée, toujours sous notre contrôle, parce que voilà, le SaaS, ça reste quand même aussi quelque chose de... C'est un peu se déposséder quelque part de ses ressources, donc, et puis faire face aussi à d'autres difficultés, voilà, parfois de performance, parfois de fonctionnalités, etc., qu'on pourrait adresser autrement en interne, qui est beaucoup plus difficile en externe. Mais en tout cas, c'est un modèle auquel je crois. Voilà, pour avoir travaillé dessus depuis... quand même, même avant l'INRAP, au moins 5 ou 6 ans, on s'aperçoit vraiment des effets intéressants du principe. Après, des gains, oui, il faut savoir réinvestir en fin de compte. C'est-à-dire ne plus mettre ses forces aux mêmes endroits. Donc, du coup, ça permet de dégager des ressources pour faire autre chose.
Et donc, du coup, ce gros programme de transformation, on a changé tous les outils. RH, finance, comme je disais tout à l'heure. On a été confronté, alors parfois à des difficultés, justement, avec certains prestataires. On les a surmontés ensemble en grande partie. Certains, pour d'autres, c'est parfois plus compliqué. Mais on aurait aussi pu l'avoir en on-premise. Le grand challenge, ça a été surtout de mener ça dans un espace-temps très réduit, puisque en 2 ans, on a quasiment changé toute l'informatique de gestion de la maison. Et il faut faire l'accompagnement au changement de manière très forte. C'est compliqué, voilà, surtout à distance. Et voilà, donc c'est surtout ça qui a été passionnant à conduire, qui l'est toujours, puisque c'est pas terminé. Voilà, les principaux sujets sont adressés maintenant, ça fonctionne. Parfois pas aussi bien qu'on voudrait, mais souvent bien également, des fois parfois au-delà de nos espérances. Les gens se sont parfois emparés de sujets auxquels on ne s'attendait pas. Et puis voilà, et quand on va en région, de temps en temps, qu'on a la possibilité de se déplacer, d'aller voir les équipes, et qu'on échange avec eux, ils voient un petit peu ce que ça leur apporte. Des fois, ils nous font des remontées en disant « Ouais, mais là, c'était mieux avant. » Certes. Bon, ok, on prend note pour la prochaine fois, on essaie de faire évoluer. C'est l'amélioration continue, de toute façon, système d'information, c'est jamais fini. Mais le plus important, c'est vraiment de parler avec les utilisateurs. Voilà. Et ça, c'est vraiment un axe sur lequel je voudrais vraiment insister. Et c'est un axe d'ailleurs sur 2025. On va reprendre nos petits parcours pour aller voir nos collègues en région, parce que je l'ai fait tout en arrivant. La première chose que j'ai fait, en fin de compte, j'ai été visiter toutes les régions, avec mon responsable support et poste de travail d'ailleurs, de l'époque, qui était arrivé une année avant, pour présenter l'offre de service de la DSI et surtout savoir ce qu'ils attendaient de nous et ce qui ne marchait pas et ce qui marchait. Donc on est reparti avec des choses, on a essayé de fabriquer un plan pour qu'on puisse améliorer. Et puis maintenant, donc on a travaillé, puis maintenant, il va falloir aussi aller subir l'épreuve de l'évaluation, parce que c'est bien joli de dire, bon, on a lancé, machin, mais le plus important, c'est est-ce que sur le terrain, les gens sont satisfaits ou pas. S'ils ne sont pas satisfaits, comprendre pourquoi et qu'est-ce qu'on peut faire pour aider. Et puis, qu'est-ce qu'ils auraient besoin après. Voilà. Donc c'est ça qui est passionnant à l'INRAP. Du coup, en termes de leadership, d'équipe, je sais que c'est un sujet important pour toi. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus et éventuellement si tu as une anecdote? Et ouais, avec grand plaisir. Ouais, alors c'est vrai que moi, la notion d'équipe, c'est quelque chose de très important. Pour moi, elle est fondamentale. Quand on fait de l'informatique, c'est avant tout une histoire d'hommes et de femmes. Et donc, bon, il y a 3 niveaux d'équipe. Il y a l'équipe qu'on forme avec ses utilisateurs, qui est très importante. L'équipe qu'on forme avec sa direction, parce que voilà, on est là pour sous-tendre une action et c'est important qu'on travaille en confiance dans les 2 sens. Et pour moi, encore le niveau ultime, si je puis m'exprimer comme ça, enfin fondamental, c'est l'équipe qu'on fait avec ses collaborateurs, avec ses collègues, parce que voilà, pour moi, dans le travail, c'est quelque chose de très important, surtout dans des métiers qui nécessitent à la fois beaucoup d'engagement. Parfois, on voit plus nos collègues que nos femmes ou nos maris. Et c'est pas juste une idée, c'est vrai. On arrive tôt, on repart tard. Et c'est toujours un pour tous et tous pour un. Donc, il faut être à l'écoute des gens. Il faut comprendre s'ils ont des difficultés. Il faut les aider. Et donc, voilà, pour moi, l'équipe, c'est vraiment fondamental. Et puis surtout, on ne travaille pas de manière cloisonnée. On se rencontre beaucoup. Je fais en sorte que les gens se parlent, des fois pour se dire des choses qui ne sont pas sympas, mais au moins ils se sont parlé et on trouve une solution. C'est l'essentiel, voilà. Et puis, s'il y a une difficulté, on essaie d'aider. Et puis le coup d'après, ça sera dans l'autre sens. Voilà. Et puis généralement, les gens vous le rendent bien. Et puis on s'aperçoit que dans les équipes informatiques, quand ça me bosse bien, c'est quand justement il y a une certaine, oui, voilà, un esprit d'équipe, on se sent à l'aise, c'est fluide, voilà, c'est très important. Et j'avoue qu'en arrivant à l'INRAP, j'ai été très agréablement surpris, très très bien accueilli. Déjà, alors j'avais une équipe qui était d'un très haut niveau. Elle était déjà au niveau là où j'étais auparavant, mais là, particulièrement, c'est une équipe plutôt senior. Ils sont tous là depuis assez longtemps. J'étais assez surpris de ça. Donc, ce qui montrait déjà que cette maison était suffisamment passionnante et intéressante pour que les gens aient envie de s'y investir. Et puis, des choses qui ont été réalisées parfois sur le fil, toujours très compliquées, mais toujours très bien pensées. Et lorsque je suis arrivé, j'ai été particulièrement bien accueilli, j'avoue, au bout de 2 mois quand même. Voilà, c'était mon anniversaire. J'ai retrouvé mon bureau sans dessus-dessous, avec une centaine de ballons, des licornes à porter partout. Bon, voilà, donc j'ai compris que j'avais été adoubé quelque part par l'équipe.
voilà. Et ce qui montre qu'on est vraiment une équipe, c'est qu'ils m'ont aidé après à ranger tout et à faire le petit-déj et tout. Et on a fait ça ensemble. Et voilà. Et on essaye en tout cas généralement de travailler voilà, dans le même esprit. Voilà. Et parfois, des fois, c'est un peu compliqué. Des fois, on travaille un peu sur le film, mais on essaye en tout cas de faire en sorte voilà, qu'on reste avant tout des collègues et ça, c'est vraiment bien. Très bien. Bah écoute Marc, merci beaucoup pour cette interview. Je pense que c'était hyper intéressant. Très intéressant de savoir plus sur ton métier, sur les plans de transformation que tu as fait et sur ces anecdotes également que tu as eu la gentillesse de partager avec nous. Avec grand plaisir. Merci Pierre pour l'invitation et merci à tous les spectateurs ou les podcasteurs de nous suivre. Voilà. Merci à tous d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. C'est un plaisir d'avoir de plus en plus de gens qui nous écoutent, qui nous suivent. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Vous êtes DSI, vous êtes expert de l'IA, de la conduite du changement, n'hésitez pas à nous contacter, vous avez nos contacts en bas dans la description. Donc on serait ravis de vous interviewer. Et par ailleurs, je vous retrouve très prochainement dans un prochain épisode de CIO Pioneers. Merci.